Bonsoir et merci d'être venu. Je vous souhaite une très heureuse nouvelle année et j'espère que nous nous reverrons tout au long de cette année. Je vous rappelle que ces séances Images Citées sont des séances mensuelles qui ont lieu en général le deuxième mercredi du mois. Je vous invite à regarder le programme sur le site de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc le principe de ces soirées, c'est qu'on invite à chaque fois un ou une photographe qui oriente son travail sur l'architecture au sens très très large, c'est-à-dire l'espace construit, la ville, le paysage, l'environnement, et à chaque fois où la photographe discute avec un ou une intervenante ou deux intervenants qui viennent de champs culturels très divers. Donc l'idée est de provoquer des rencontres et des discussions autour de l'image étant le moteur de ces soirées. Donc je remercie Hans Sylvester et Pierre Fray d'être venus et on va découvrir un travail très, très original et très intéressant. Je vous présente nos deux invités. Comment vivre sans inconnu devant soi, écrivait René Char. Je réponds, impossible. Le désir, le besoin d'aller vers d'autres cultures, d'autres horizons, d'autres hommes m'habitent depuis toujours. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Soif d'apprendre, de connaître, elle ouvre l'esprit à la diversité, lui donne un aperçu de ce que peuvent partager les habitants de la Terre. Je reprends ces mots de Hans Sylvester qui en disent déjà beaucoup sur lui. Né en Allemagne, Hans Sylvester se passionne très tôt pour la photographie. Ses voyages à travers l'Europe lui donnent le goût du reportage. Il publie en 1960 un ouvrage remarqué sur la Camargue avec un texte de Jean Giono et s'installe en Provence où il vit toujours. 1964 marque le début d'un très long périple à travers le monde, avec un reportage en Amérique du Sud pour une organisation humanitaire. Il rejoint l'agence RAFO, désormais dissoute, en 1965 et inaugure en 1977 le premier numéro du magazine Géo, avec la chronique d'un village du Pays Basque. Grand voyageur, ses reportages le mèneront un peu partout sur la planète, jusqu'aujourd'hui où il continue ses voyages. Pour lui, la photographie est un moyen d'aller vers l'autre, de témoigner de la beauté du monde et de sa précarité, et de dénoncer la dévastation de la nature. Dans ses reportages, il garde son indépendance. Il choisit ses sujets, ne cherche jamais les faits et se laisse porter par la chance. Tout l'intéresse, mais il prend le temps d'observer les êtres vivants dans leur environnement naturel, avec empathie, curiosité, admiration. Il observe les humains, les aspects intemporels de leur savoir-faire, de leur jeu, comme les cerfs-volants, la pétanque, s'efforce de comprendre et partager leurs gestes et leurs créations de tous les jours, fabriquer du pain, construire des épouvantails. Il observe les animaux avec la même curiosité, la même passion, la même patience. Chevaux de Camargue, chats de Grèce, oiseaux. Il a orienté dès les années 1970, avant les effets de mode, son travail vers un militantisme environnemental photographique et il a photographié pendant une dizaine d'années les parcs naturels d'Europe. Il a dénoncé pendant ces années-là les ravages de la déforestation en Amazonie, publié un long reportage sur la rivière Calavon dans le Luberon, la rivière assassinée. Il s'est intéressé à l'exploitation de la forêt en Amérique du Nord. En toute chose, il garde son calme et son optimisme, mettant sa joie de vivre au service de ses convictions profondes. Il laisse aux spectateurs le soin de s'interroger sur le propos de ces images, garder la mémoire d'un monde qui disparaît ou dénoncer une vision alarmante de l'évolution des sociétés. Il poursuit toujours ses voyages. Il a publié de très nombreux ouvrages. Combien? Une cinquantaine, une centaine d'ouvrages? Vous avez publié combien d'ouvrages? Une centaine? Pas mal, hein? C'est impressionnant. Chez différents éditeurs et d'innombrables reportages dans différents magazines dont Géo. Ces photographies ont été exposées et continuent d'être régulièrement exposées dans le monde entier. Pierre Fray est formé aux universités de Genève et de Lausanne. Il est docteur en sciences techniques de l'EPFL. Il est historien de l'art et professeur honoraire de l'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il a fondé et dirigé les archives de la construction moderne de 1988 à 2014. Les archives de la construction moderne sont une unité de l'Institut d'architecture au sein de l'EPFL, donc de Lausanne.
C'est une collection qui représente 200 fonds d'architecture, 200 fonds d'archives d'architecture, et qui s'étendent de 1850 à nos jours. Pierre Fray a été commissaire de nombreuses expositions, et notamment Viollet-le-Duc et la montagne, une exposition qui s'était tenue à l'hôtel de Sully en 1993. Alberto Sartori, c'est la photographie, au Vitra Design Museum en 2005. Louise Barragan et Ferdinand Bach à l'EPFL en 2004. Learning from Vernaculaire, montré en 3 lieux en France en 2009 et 2011. Pierre Fray, directeur de publication aux presses polytechniques et universitaires de Lausanne. 13 volumes sont parus dans la collection Les archives de la construction moderne de 1997 à 2010. Il est conseiller éditorial et auteur aux éditions Actes Sud, où il a notamment publié Learning from Vernaculaire, qu'on pouvait voir sur la table tout à l'heure, ou un ouvrage publié en 2010 et qui a été réédité en 2018, ou qui vient d'être réédité, c'est ça, hein. Simon Vélez, architecte, La maîtrise du bambou, publié en 2013. Karine Smuts en 2014, toujours donc aux éditions Actes Sud. Pierre Fray, chroniqueur à la revue Trace, et il est bien sûr l'auteur de très nombreux articles dans différentes publications. Je vous laisse la parole. Alors, nous avons finalement décidé, contrairement aux autres séances, de nous interrompre après chaque séquence, parce que la soirée est divisée en 3 séquences, 3 ou 4 séquences, 3 séquences, 3, hein. Et de vous laisser la parole, donc quand vous verrez, disons, le noir apparaître, après une série de photos, nos invités discuteront, mais vous pourrez aussi prendre la parole si vous le souhaitez. Voilà, à vous. Bonsoir. J'ai envie de commencer de parler un peu ça que c'est le métier de photographe. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le sud de l'Éthiopie et donc en allant là-bas, dans la vallée de l'Omo, j'ai toujours traversé la région des Benches. Et en passant, j'ai vu quelques maisons peintes. Et je me suis arrêté, j'ai regardé les maisons, j'ai regardé la peinture et j'ai eu le premier contact avec les gens. Et je me suis dit, si on peut voir ça au bord de la route, si on va à l'intérieur du pays, on va trouver sûrement des merveilles. Mais impossible d'avoir des informations. J'ai demandé de tous les côtés. C'est absolument exclu de trouver une information. Tout le monde me dit, monsieur Normal, ils font la peinture, c'est ordinaire, c'est rien de spécial. Mais moi, j'étais vraiment impressionné par le talent de ces femmes qui font la peinture. Alors, j'ai essayé d'avancer, mais je ne savais pas très bien où aller parce qu'il n'y a pas de route. Donc, il faut tout faire à pied. Et ça prend beaucoup de temps parce que le terrain est difficile, c'est très haut, c'est à 2500 mètres d'altitude. Et j'ai traîné comme ça, et je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne suis pas arrivé. Et un jour, je vois une femme au marché. À Mizan, c'est la ville la plus importante dans la région des Benches. Et chez elle avait une corbeille sur le dos, avec les mêmes peintures que j'ai vues sur les maisons. Alors, bien, j'ai essayé avec mon guide, j'ai essayé de demander à la femme où il y a des maisons qui sont cette peinture. Alors, tout de suite, c'est compliqué parce qu'ils parlent leur propre langue et l'amharique, la langue officielle du pays, ne fonctionne pas. Donc, il faut tout de suite trouver quelqu'un qui sait traduire. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, la femme, elle a dit, elle habite un hameau et toutes les maisons sont peintes. Elle a trouvé un jeune et ce jeune, il m'a amené à ce village. Et ça, c'était le début de l'histoire. Les Benches et la peinture des Benches, ça n'existait pas dans aucun guide, ni chez Google. C'était vraiment inexistant. Donc moi, j'ai fait le travail pendant des années, je suis allé, j'ai fait les photos. Et aujourd'hui, c'est la fin de ces peintures. Il y a toute la vie qui a changé avec une vitesse terrible. Et c'est pas du tout le tourisme qui fait les changements, ni le revenu
de ces gens, c'est l'invention des tôles ondulées qu'on peut rouler. Ça veut dire sur un âne, on peut mettre plusieurs rouleaux de tôle et comme ça, on change la maison et l'architecture change complètement. Et donc, j'ai fait ces photos il n'y a pas longtemps et c'est déjà un peu des documents de quelque chose qui a passé. Et moi, je trouve ça très triste parce que j'ai vu ça vraiment de près et la qualité de vie diminue dès qu'il y a de la tôle parce qu'il n'y a plus le feu au centre de la maison. Donc, c'est vraiment l'architecture qui se dégrade. C'est plus de confort, mais c'est beaucoup moins joli, c'est moins vivant. Les animaux n'ont plus le même rôle. C'est un changement vraiment total. Donc, on va regarder un peu les images, mais je voulais dire ça au début. Encore un mot sur l'Éthiopie. L'Éthiopie est un grand pays. C'est grand comme la France, l'Espagne et le Portugal. Il y a une très grande différence entre le nord et le sud. Le sud était inaccessible jusqu'à il y a peu de temps. Et la vallée de l'Omo, c'est vraiment une région, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était complètement sauvage et isolé. Donc c'est le nord qui a été civilisé et aussi avec la religion. Les plus anciennes églises, ils sont dans le nord du IIe siècle. Donc c'est une culture très ancienne. Voilà, on va regarder un peu des images. Donc voilà, c'est des petites huttes, c'est fait en terre et ils ne sont pas du verre, donc ça c'est les fenêtres. Et les fenêtres, ils jouent un rôle important parce qu'ils sont curieux, ils regardent. Et voilà la peinture qui est autour, qui est chaque fois différente. Et il n'y a jamais de répétition. Moi, je suis retourné donc pendant des années et jamais j'ai retrouvé la même chose. Et c'est avec une fantaisie, c'est formidable. Les couleurs, ils les trouvent facilement parce que ça fait partie de la vallée du Rift. Donc, il y a des coupures de terrain et ils trouvent l'ocre et le jaune, le rouge et le blanc un peu partout. Et le noir, ils le font avec du charbon de bois. Alors, c'est quand même une région tropicale. Ça fait que les pluies sont très très fortes, très violentes. Et au moins une fois par an, ils doivent refaire la peinture. Alors, il y a les animaux qui jouent un rôle important. C'est la moitié de l'intérieur de la maison et pour les animaux. Donc, en principe, ils sont 2 vaches, 2 chèvres, 2 moutons et les poules. Les poules, ils jouent un rôle important parce que c'est pour l'hygiène. C'est les poules qui mangent les scorpions, les araignées. Et c'est une sécurité vraiment pour le confort. Là, on voit un peu les meubles qu'ils font. Ils font les bancs et les sièges en terre aussi. Et en très jolie forme, je trouve que c'est très joli. On voit le symbole chrétien, donc la croix. C'est des chrétiens orthodoxes. Et voilà, les poules qui sont accès libre à l'intérieur de la maison, qui utilisent les fenêtres, c'est très amusant. Et moi, je me suis vraiment régalé de faire les photos de ça. C'est des paysans, c'est agriculteurs, c'est très très pauvre. Ils sont trop isolés, ils n'ont pas accès au marché pour vendre leurs récoltes. Ça fait que le revenu officiel par famille, c'est les chiffres vraiment
officielle, c'est aux alentours de $100 par an par famille. C'est très très peu. Ça veut dire, par exemple, les vêtements qu'on voit sur les photos, ils les achètent au marché, mais ils sont d'origine de Californie. Ils viennent en conteneur dans cette région. Donc voilà les animaux qui font partie de la maison. C'est les enfants, surtout les filles, ils décorent aussi les maisons. Ils participent au moment de la peinture. Et ça, c'est typiquement les enfants qui mettent ça qu'ils aiment, ils mettent ça sur la maison. Et souvent, c'est très, très réussi, c'est très, très joli aussi. C'est varié, c'est ça qui m'a vraiment impressionné, qui m'a plu. C'est pour ça que j'ai investi vraiment tellement de temps pour faire les photos, parce que des gens qui font cette peinture abstraite, et ils font ça que pour le plaisir, c'est quand même formidable. Ça augmente vraiment la qualité de vie de ces gens. Oui, oui. Alors on est très exactement dans de l'architecture vernaculaire. Alors peut-être faire le suisse cuistre et insister sur le vocabulaire. Dans le droit romain, le code de l'empereur Théodose est vernaculaire tout ce qui est destiné à l'autoconsommation de la domus romaine, à l'exclusion de ce qui est destiné au marché. Et le premier mot que un des premiers termes avec lequel il a décrit l'approche de ce peuple, c'est qu'il a rencontré une de ses représentantes sur le marché, c'est-à-dire l'endroit où se passent les quelques échanges des surplus qu'ils peuvent échanger. Et donc toute cette activité est vraiment rigoureusement vernaculaire au sens étymologique, juridique romain, du droit romain. Alors, si on veut maintenant inverser la perspective, j'étais l'autre jour dans un hall d'aéroport où jouaient des enfants qui manifestement étaient en rade là à attendre, des tout petits enfants. Et ils me viennent à l'esprit en voyant ces images parce qu'il y a fort à parier que ces enfants ont vécu les 4, 5 ou 6 ans qu'ils ont déjà vécu sans jamais avoir approché la terre qui nourrit, sans jamais avoir approché des animaux que par ailleurs ils dévorent sous forme de croquettes ou d'autres aliments transformés, peut-être même sans avoir accès à un extérieur naturel. Il est possible aujourd'hui de vivre une vie d'homme intégralement dans des artefacts, dans des univers artificialisés. Et il est possible, Hans décrit cette population comme pauvre, elle l'est sans aucun doute, mais au fond, elle est infiniment moins pauvre qu'une population de ces enfants qui ne manquaient de rien, mais qui n'avaient jamais touché ce réel de l'ordre premier, n'avaient jamais eu aucun contact avec la nature, et il est aujourd'hui possible de vivre des vies entières sans aucun contact avec les éléments naturels. Alors, ce n'est pas de l'ordre du jugement de valeur ou de l'appréciation esthétique que naissent mes préoccupations, mais de l'ordre ontologique de notre être au monde. Comment se fait-il, comment peut-on vivre dans un univers qui n'a plus aucun contact avec le naturel, puisque nous-mêmes sommes faits de la nature, spécifiquement d'eau à 80%. Et là, il y a vraiment un clash qui se fait dans les représentations et dans l'univers qu'on voit dans les photos de Hans Sylvester et qui
qui me tétanise au fond complètement, au-delà des éléments de théorie d'architecture ou d'histoire de l'architecture ou de confrontation ou de modèles qu'on pourrait récupérer, et sans sentiment de passéisme non plus. Parce que l'enfant qui joue à l'aéroport n'a jamais mangé que des nourritures transformées et achetées. Les riches ou pauvres, ce n'est pas la question. Les enfants ici sont décrits pauvres et n'ont mangé que ce que cette terre produit. Et moi, ça me sidère complètement. C'est sûr. Il y a aussi un élément, c'est dans ce monde qui est même pauvre, ils ont peu d'argent, mais c'est l'environnement de ces maisons est très très propre, même avec les animaux qui font partie de leur vie, de leur maison, c'est très propre. Alors chaque fois quand j'ai passé un séjour dans cette région avec ces gens, quand je suis retourné en ville, c'est un choc terrible, terrible, parce que les villes, ils sont sales, il y a plein de plastique partout, c'est l'eau, c'est un choc terrible. Et la différence est énorme, quoi. Chez eux, le fait qu'ils cherchent la beauté et qu'ils peignent leur maison et qu'ils font eux-mêmes les maisons avec leurs mains, tout ça, ça ajoute quand même une qualité de vie, d'être qui est énorme, quoi. En ville, c'est un mélange de tout et les problèmes, ils sont en ville. Non, c'est pas tant. Une question que je voulais reprendre la problématique antérieure sur cette histoire d'utilité ou de non-utilité de la peinture. C'est pas de cet ordre-là, c'est pas de ce registre. C'est le registre de la nécessité. C'est le registre de la nécessité quand on habite. Qu'est-ce que c'est qu'un espace habité? Qu'est-ce que c'est habiter? C'est avant tout décorer un espace, c'est-à-dire une façon anthropologique de se projeter. Eh bien, évidemment, ces ethnies, ces peuples nous donnent toujours cette valeur éminemment symbolique et quasi éternelle de projeter leur corps, de projeter leurs idées. On trouve ça, bien sûr, dans la plupart des pays d'Afrique, on trouve ça en Asie. En Inde, on trouve les dessins que font les femmes tous les matins. Et donc, ça, c'est de l'ordre de la nécessité et du bien-être. Effectivement, ça pose en retour notre architecture, où on a peu de capacité, et les architectes ont de la difficulté à penser ça, la capacité à ce que, effectivement, comme vous le disiez, à ce que nous décorions, nous puissions nous projeter. Ça se fait dans les logements, c'est limité à la couleur du papier peint. Parfois, ça excède un peu plus, mais c'est une question fondamentale qui est posée sur cette histoire de décoration. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est pour l'espace africain décoré, c'est justement aussi cette sorte d'appropriation à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. On pourrait très bien dire que cette décoration qui apparaît extérieure est à l'intérieur. Et le transfert qui est possible, enfin qu'on voit dans la photographie africaine, c'est aussi cette continuité. Souvent, la photographie des Africains rend compte de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, il y a une sorte de conception assez cohérente des diverses représentations. Enfin, je voulais surtout insister sur le fait que la décoration, c'est de l'ordre de la nécessité si on veut habiter, et non pas fréquenter les espaces qui sont nos espaces contemporains occidentaux. On va continuer de regarder un peu les images. Donc c'est très haut, j'ai déjà dit, c'est à 2500 mètres d'altitude et les nuages, ils cognent les montagnes et il y a beaucoup de pluie. Il y a 2 saisons de pluie chaque année et donc la végétation est très très riche. Voilà la construction des maisons. Donc les poteaux sont du simple bois et ils sont habillés avec la terre. Et c'est comme ça qu'ils ont des formes. Voilà le paysage. C'est très très vaste. Et alors il faut s'imaginer, ça c'est difficile si on habite en France,
des régions grandes comme un département où il n'y a aucune route. Aucune. Il faut tout faire à pied. Il n'y a même pas de piste, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de pont, il n'y a rien, quoi. Et les quelques routes qui existent maintenant, c'est fait par les Chinois et par les Coréens, et c'est tout récent. Donc les animaux, ils sont pas du tout sauvages, ils profitent vraiment de l'ambiance de la maison, les poules sont toujours là. C'est vraiment étonnant, quoi. Ils sont pas du tout sauvages, ils font vraiment partie de la vie de ces gens. Voilà un garçon, il n'y a pas de route dans son village, mais il a vu un jour des vélos et il s'est fait un vélo et c'est pas mal réussi en bois. Donc, les formes de maison sont très variées. C'est pas toujours rond. En principe, c'est rond. C'est le truc classique avec le feu au milieu, mais il y a souvent des structures aussi comme ça qui sont différentes et très variées. Ça, c'est la forme classique. C'est une grande maison. Et de nouveau, il y a l'architecture et il y a les meubles en terre. C'est le classique. Voilà, les filles qui cherchent les colorants pour peindre la maison. Voilà l'intérieur. Donc là, on voit ce mélange. Le feu, c'est le centre et les fauteuils en terre de nouveau et les animaux qui sont vraiment présents à l'intérieur. C'est un peu biblique. On pense à Bethléem quand on voit ça, et ça fonctionne un peu de la même façon que ça fonctionnait à l'époque. Les Belges sont des potiers aussi, donc ils font la poterie qu'ils amènent au marché, et c'est une des activités des femmes aussi, uniquement des femmes. Voilà l'autre côté de la maison, donc c'est les animaux. Ils sont très peu d'animaux, ils sont quelques chèvres, quelques moutons, un âne, 2 vaches, 3 vaches, c'est tout. C'est très peu. Quand ils font les réparations de la maison, ils le font ensemble avec les voisins. Et c'est un peu un jour de fête. Ils travaillent la journée, après ils boivent ensemble, ils chantent, ils font ça en bonne ambiance. C'est un moment de rencontre. Et moi, de nouveau, chaque fois, j'ai découvert ces peintures et je me suis dit, un Paul Klee, il aurait été vraiment heureux de découvrir des peintures comme ça, naturelles, faites dans ces villages. Et bien, ils font ça pour la beauté, c'est remarquable. Et toujours varié, c'est aussi un de ces malais. Ça m'a beaucoup touché. Donc les pluies sont très très violentes et au fond de la maison on voit des bananiers. Ces bananiers ils jouent un rôle très important dans toute cette région. C'est des bananiers qui ne donnent pas des fruits, mais au moment des mauvaises récoltes, ils sont une base de nourriture. On peut manger le tronc. Ils font avec le tronc, ils font une espèce de farine, et avec ça, ils font du pain. Ils peuvent faire du pain, et ça, c'est vraiment un système de survie dans les mauvaises années. Voilà, c'est comme ça qu'ils travaillent la terre, et c'est pour ça que les vaches sont très importantes. Les bœufs sont plutôt rares, mais ils utilisent même les vaches pour labourer. Il n'y a jamais du terrain plat. Vous avez vu le paysage tout à l'heure, c'est toujours vallonné, c'est des pentes vraiment quelquefois très fortes qui sont cultivées.
Voilà, il y a beaucoup de mangues aussi. Et les fruits exotiques, ils sont presque tous là. Les ananas, la canne à sucre, il y a tout qui pousse facilement. Et normalement, ils pourraient vendre tout ça, mais il n'y a pas d'accès vers les villes. C'est pour la consommation vraiment locale. J'enchaîne, donc ça c'est une série vraiment sur les peintures, des détails de peinture qui m'ont beaucoup plu. Et c'est pour montrer à quel point c'est varié et toujours avec beaucoup de fantaisie. Et aussi ce jeu entre la poule, les couleurs de la poule et l'environnement, c'est quelque chose que j'ai trouvé étonnant et j'ai fait beaucoup de photos là-dessus, ça m'a beaucoup amusé. Et là, c'est une image où c'est vraiment parlant, quoi. Le plumage de la poule et la décoration de la maison, il y a quelque chose en commun. Mais c'est très varié. Alors, comme les poules jouent un rôle important dans leur vie, il faut aussi des peintures avec les poules. J'ai exposé ces photos dans une galerie à New York, chez Marlborough, et ça a été assez étonnant parce qu'ils ont mélangé ces photos avec la peinture contemporaine et ça s'est vraiment très bien passé. C'était étonnant. Et j'étais vraiment surpris de l'importance de ces peintures. Une fois que c'est sur papier, en grand format, ça tient le coup avec la peinture. C'est très fort. Alors, il faut s'imaginer que pour découvrir ces peintures et ces maisons peintes, il faut énormément marcher parce qu'il n'y a pas de village. Ils évitent le village. Ils sont que des petits hameaux et entre les hameaux, il y a des grandes distances et il faut descendre, il faut traverser la rivière, il faut remonter. C'est compliqué de trouver les maisons. C'est des heures et des heures de marche pour découvrir quelques maisons. Il n'y a aucune concentration. Et ce n'est pas toutes les maisons qui sont peintes non plus. Ça dépend vraiment de beaucoup d'éléments, si les femmes sont en vie, s'ils ont eu le temps de faire la peinture, ça dépend beaucoup. Donc ça a pris beaucoup de temps pour réunir ces images. Ils ne sont pas de pinceau, ils font tout avec le doigt. Voilà la peinture. Maintenant, on va continuer un peu avec la vie des gens. Donc, c'est un extérieur de maison avec les fauteuils. Ça, c'est pas une école, mais c'est quelqu'un qui donne des cours aux enfants pour les aider un peu, pour apprendre l'amharique. Parce que le grand problème de tout ça, c'est les enfants, ils parlent belge et les instituteurs qu'on fait venir, ils viennent des autres régions, ils ne parlent pas la langue des enfants. Donc c'est très difficile à commencer de les éduquer. Et en plus de ça, il y a les moyens qui sont très limités. Donc souvent, il y a des classes avec 120, 130, 140 enfants pour un instituteur. Alors c'est difficile de donner des cours comme ça. Donc voilà la pluie très fort. Et c'est ça le plus grand problème de cette région, après moi,
c'est qu'il n'y a vraiment pas de route, il n'y a que ces sentiers comme ça. Et les femmes qui ont quelque chose à vendre, ils font ça même en étapes, parce que c'est tellement loin. Donc c'est les premières femmes qui ont fait du bois, par exemple, comme là. Ils transportent ce bois sur 20 kilomètres, ils le vendent, et après d'autres femmes, ils le transportent de nouveau sur 20 kilomètres. Et après, ça arrive à la ville, et ça vaut presque rien. Et le problème, c'est qu'il y a la route, il y a l'autocar, mais ils ne peuvent pas prendre l'autocar parce que le ticket est beaucoup trop cher en comparaison de leurs marchandises. C'est un problème africain qui est un peu présent partout, mais là, très très fort. Donc, je l'ai dit, le noir, ils le font avec du charbon de bois. Donc, même les maisons sont très variées, hein, on vend de différents modèles. Et on peut être assis à l'extérieur de la maison, à l'ombre. Et voilà, les maisons comme ils sont dans le paysage, c'est ça le paysage. Donc, c'est très, très vallonné, il n'y a pas du tout du plat. Et tout est cultivé, la totalité du terrain est cultivée. C'est un des grands problèmes pour le futur parce que ces familles sont beaucoup d'enfants et il n'y a pas de terre pour tous les enfants qui arrivent, quoi. Donc les enfants sont obligés de quitter la région, manque de terrain à cultiver. Une petite décoration pour finir le toit que j'ai trouvé très joli. Donc ça, c'est le centre vraiment de la maison, c'est le feu. Et c'est là qu'ils font les enchères. C'est une forme de pain qu'ils font. Et voilà le marché. Et les fruits qui sont... Le café. Donc le café joue un rôle important dans le sud de la région des Benj où il y a des grandes plantations. Là où j'ai fait les photos de peinture dans cette région-là, au fond des vallées, il y a du café sauvage et ça vaut plus cher que le café de cultivé dans les plantations, donc c'est un revenu important pour eux. Les hommes, c'est des très, très grands travailleurs. Ils quittent la maison très tôt le matin et ils travaillent la terre ou ils font les arbres, le bois. Mais c'est vraiment des gros, gros travailleurs. Ils sont en vérité, ils ne sont pas beaucoup près de la maison. On les voit très peu. Ils sont dans les champs et ils reviennent pour la nuit, mais autrement, ils sont occupés. Voilà une école, donc. C'est des concentrations d'énormément d'enfants. Les enfants, ils marchent facilement 2-3 heures pour aller à l'école. Ils viennent de loin et ils sont très nombreux pour le nombre d'instituteurs qu'il y a. Donc les animaux, c'est vraiment étonnant à quel point ils font partie de la famille. On peut les toucher, ils sont très familiers. Chaque fois, j'ai été surpris de ce contact avec la nature. Hein. C'est vraiment formidable. Alors, c'est des gens qui sont vraiment très, très gentils. Donc, on a un contact vraiment facile pour faire les photos aussi. C'est pas du tout comme plus au sud.
dans la vallée de l'Ormeau, c'est très compliqué, c'est très difficile de faire des photos. Avec les benches, ça a été beaucoup plus facile. Pierre. Je ne sais pas, c'est difficile parce que il y a l'absorption, la prise de connaissance des images, mais si on veut faire l'effort, c'est un peuple qui maîtrise sa langue, ses images et le temps, et ça s'impose comme une qualité d'existence, et ça s'oppose à... je ne dis pas que notre existence n'a pas de qualité, mais la maîtrise du temps, la maîtrise de nos images, on l'a en grande partie perdue. Et on est probablement en train de perdre la maîtrise de nos mots, même de notre langue, puisque l'économie nous impose une langue. Je trouve ça assez spectaculaire, comme je suis toujours dans cette confrontation. Du reste, je n'ai pas bien compris notre interlocuteur tout à l'heure, où vous vouliez en venir à la fin de votre intervention. La partie descriptive, j'ai bien entendu, mais je n'ai pas très bien compris la chute. Si vous pouviez reprendre votre argument, peut-être ça apporterait quelque chose. Ça se situe d'ailleurs dans la cohérence de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, moi, j'ai reçu la décoration comme étant une leçon encore d'habiter. C'est surtout ça que j'ai retenu. Et leur nécessité, finalement, il y a une nécessité générale de bien-être avec ce que vous venez de dire, la maîtrise de la langue, la maîtrise et aussi la sublimation artistique, qui est une valeur ordinaire finalement, qui n'est pas du tout spectaculaire, qui est complètement intégrée dans la vie, la maîtrise de l'espace, du temps, la continuité intérieure-extérieure, la capacité à s'approprier sans violence et sans hétérotopie les espaces, quels qu'ils soient. Et donc je trouvais que c'était une belle leçon à nous, effectivement, alors que nos temps sont fragmentés, nos espaces sont fragmentés et sont des espaces douaniers ou pas douaniers, de libre circulation ou de blocage. Voilà toute cette, ce que Foucault dit comme étant des hétérotopies. Nous sommes dans des hétérotopies, parfois de crise, parfois de violence extrême, parfois de guerre. Et je trouve que là, on a une leçon, une leçon de vie. Enfin, voilà ce que je voulais surtout conclure. Et je mettais un petit peu en porte-à-faux l'architecture dite contemporaine, qui a fait cas de surtout pas décorer et parfois ne pas trop donner la capacité aux habitants de décorer leur intérieur. Je comprends bien. D'ailleurs, ça interroge la pratique et le métier d'architecte, et ça renvoie à ce qui a beaucoup alimenté mes réflexions sur l'architecture vernaculaire, les textes d'Ivan Illich, qui met en évidence le caractère pernicieux des spécialistes qui, au fond, accaparent des savoirs, nous imposent des pratiques et au fond, nous mettent à distance de l'architecture. Et toute l'architecture moderne s'est manifestée comme une architecture autoritaire, normative, qui s'est imposée et qui a structuré nos vies. Et ça n'est pas complètement terminé. L'architecture moderne, enrichie de l'industrie, par exemple, du verre, nous met ou met nos contemporains dans des situations d'habitat très étranges, puisqu'on est en vitrine, parce que maintenant l'hypermodernité, ou enfin ce qui se construit, c'est du verre depuis tout en haut jusqu'à tout en bas. C'est très profitable de construire comme ça, parce que le verre est bon marché. Et ça nous met en vitrine dans une manière que je ressens personnellement comme totalement anti-ergonomique. Et c'est qu'un des innombrables processus de mise à l'écart, de distanciation de notre environnement et d'aliénation finalement. On est arraché à la maîtrise de nous-mêmes, nos mains sont pas souhaitées, puisque toute la domotique, j'ai un étudiant qui a travaillé sur les poignées de porte, il dit « tu peux même plus toucher les poignées de porte ».
dans une grande université, les portes s'ouvrent toutes seules, alors que les étudiants ne sont pas handicapés, en principe. Et le simple fait d'être défait de la tâche d'actionner la poignée, d'ouvrir, de fermer la porte, je ne parle pas de tout le reste, mais en fait à distance. Et ensuite, fabrique des dépendances, parce que quand la porte électrique, évidemment, tombe en panne, alors on est exposé à une nuée de spécialistes qui sont censés remédier, et on est tous à croire que ce truc-là, c'est normal, et que c'est fatal, puis qu'il faut désormais vivre avec ça. Et je ne parle même pas de l'impact environnemental, de la débauche d'énergie. De toute façon, notre espèce est fantastique, parce qu'on développe des ampoules qui consomment moins. Alors, quand l'ampoule consomme la moitié moins, je vous le donne en 1000, les individus de notre espèce, pris globalement, pas nous tous ici, parce qu'on a une conscience blablabla, bla, bla, eh bien, quand l'ampoule consomme la moitié moins, qu'est-ce qu'on fait? On en met 2. Et puis, ainsi de suite. On est quand même extraordinairement... on a perdu les mots, on a perdu nos images, et on a perdu la notion, le contrôle de notre temps. Depardon avait montré des films sur des peuples d'Amérique latine à la Fondation Cartier il y a 10 ans. J'ai été très frappé par un de ces films. Il interviewait une femme qui était la dernière femme de son peuple, un peuple de pêcheurs du sud du Chili. Et il lui fait demander par l'interprète qu'est-ce que ça lui faisait d'être la dernière femme. C'était une vieille femme de son peuple. Et elle a réfléchi un long moment et elle a dit oui, qui c'est qui va nommer les choses? Et au fond, c'est un rapport au vrai monde. Et que ces gens ont, et la richesse de tes benches, ils ont une richesse, quelque chose qui me manque par tous les bouts. Et j'imagine le ressenti d'un migrant par hasard de cette région à Calais. Et comment il tire parti de nos déchets, enfin, le recul que ça représente. C'était notre minute d'optimisme. Moi, j'ai envie de dire quelque chose sur la fragilité de cette peinture. L'art populaire, comme ça, qui nous touche quand on le voit, et c'est très, très fort et très contemporain aussi. C'est d'une fragilité énorme. Par exemple, quand les Coréens ont fait la route qui va à Misan, donc ils traversent la région des Benches, il y a quelques touristes qui se sont arrêtés à des maisons pour les photographier. Donc les gens, ils ont vu ça, et ça leur a apporté un peu de l'argent, et les gens se sont arrêtés. Donc, ils ont fait la peinture pour le tourisme, pour attirer du monde. Et la qualité est partie. Mais c'est frappant. Et il y a d'autres endroits en Afrique où je suis sûr que c'est la même chose. On continue de peindre les maisons, on continue de peindre les corps dans la vallée de l'Omo, mais la magie de ça a disparu. Et ça, je sens vraiment très très fort là-dedans. On est attiré par ça quand c'est vraiment pur, quand c'est fait pour eux, et dès que c'est fait pour une raison, pour plaire ou pour attirer des gens différents, c'est fini. C'est très frappant. Il y a une chose qui ne m'a pas dérangé, mais un sentiment que je ne partage pas tout à fait sur l'introduction dans l'iconographie de leur peinture d'éléments modernes.
je me suis intéressé aux photos de Deidy von Scheven, qui a fait aussi beaucoup de photos en Afrique, et notamment de peintures, de maisons peintes en Inde et en Afrique, et où il y a une attention qu'elle a pour des motifs contemporains, des avions, des machines, des armes aussi. Et il y a une intégration du monde réel qui se fait dans cette peinture. Bien sûr, on s'éloigne de la virginité primitive, mais ça a commencé avec les croix. Depuis que Saint Paul s'est mis au travail, il était notaire de formation, donc il a transformé une secte qui n'avait pas eu de succès, dont le type avait mal fini, en marque planétaire grâce à son activité d'écrire des épîtres. Je veux dire, les interactions des cultures fonctionnent. La croix est arrivée jusque-là, il arrive d'autres choses. Je le déplore moins. Non, c'est le fait que c'est vivant, que les gens ils font cette peinture, et en même temps, ça s'abîme vraiment facilement. Et le frottement des animaux contre et la pluie, c'est formidable qu'ils se font ce plaisir de décorer leur maison. Et je pense que c'est une qualité de vie ajoutée à leur environnement qui est vraiment important. Oui, mais regardez cette image. Elle fonctionne parfaitement dans l'œil du photographe. La vache, elle est complètement mariole, elle est en train de jouir de la situation, elle est contente de se montrer, c'est extraordinaire, et elle est dans une cohérence avec les formes et les images. Mais si on est photographe, il faut avoir un peu de chance aussi. Hein. C'est très, très, très important qu'on a même souvent de la chance. Une photo comme ça, c'est vraiment, j'ai eu de la chance, c'est sûr. L'expression de la vache et la couleur de la vache dans cet environnement, c'est bien. Pourquoi nous, on n'a pas cette chance? On n'a pas été, on n'a pas pris le temps. Il est quand même trop modeste. Et il faut insister aussi, la chance arrive quand on est souvent sur place, quand on prend le temps nécessaire. Un jour ou un autre, on a l'impression qu'on mérite la chance et la chance arrive, quoi. Et c'est un peu ça la vie du photographe. Alors ça, c'est une chose qu'il faut souligner, c'est l'extraordinaire endurance de Hans Sylvester, son extraordinaire perspicacité, sa patience et puis son œil affectueux pour ce qui arrive. Et ça me fascine complètement. Et en fait, quand on a commencé à travailler sur le livre, je me suis fait prier. C'était pas par coquetterie, mais je comprenais pas ce que je venais faire dans cette BD. Et moi, j'ai été complètement... je suis plutôt un misanthrope sceptique, tendance crispée. Et j'étais complètement emporté par la pureté et la générosité du regard de Hans Sylvester. Ça m'a scotché au plafond. S'il vous plaît, est-ce que l'intérieur est peint aussi? L'intérieur, c'est très fermé, c'est un peu ouvert. Est-ce qu'il y a de la peinture aussi à certains... Ah oui. Très peu. Il y a plusieurs pièces? En général, c'est pas peint, c'est que à l'extérieur. D'accord. L'intérieur, par contre, c'est très soigné avec les mains, la finition, plus qu'à l'extérieur. C'est les formes des fauteuils et tout ça. C'est plus soigné à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais Hans, cette dame posait la question de savoir comment était composé l'intérieur et s'il y avait des chambres et s'il y avait des lits et comment étaient faits les lits. Mais ils sont pas des meubles, hein. Vous avez vu, ils sont juste ces fauteuils, tout ça. Et la nuit, ils mettent des peaux de bêtes, des peaux de vaches, et c'est ça qui est leur lit. C'est vraiment, c'est très très difficile pour nous, quoi.
de rentrer dans ce monde. Ils n'ont pas d'objets. Par exemple, des fourchettes ou des cuillères, ils ne sont pas ça. Donc, pour manger, ils ont ces galettes. Et tout est tellement différent, quoi. Il y a un aspect que, bien, on est assez proche d'eux, et après, c'est très difficile. Par exemple, loger près de chez eux, c'est très, très compliqué. Le fait qu'ils n'ont pas de toilette, le fait qu'on ne peut pas boire ça qu'eux ils boivent, le fait qu'on ne peut pas manger ça qu'ils mangent, tout ça c'est tout de suite compliqué. Et parlons pas de la langue, qu'on ne parle pas leur langue. On peut s'approcher à un certain point d'eux, mais c'est très très limité, quoi. On aimerait beaucoup poser des questions à ces gens. Mais alors, bien, quelquefois j'avais des traducteurs, donc j'ai essayé. Mais une fois que c'est traduit en belge, la question est traduite en belge, après du belge c'est traduit en amharique, de l'amharique c'est traduit en anglais, souvent la réponse n'a plus rien à voir avec la question. C'est très compliqué. Un peu comme nous, on fait ici, parce que je comprends mal les questions. S'il vous plaît, quand vous étiez là-bas, vous aviez une tente, vous dormiez dans une autre case à côté. Comment vous êtes organisé? Le plus souvent en tente. C'est un peu la solution idéale, parce qu'on peut être présent et avoir une certaine distance quand même avec eux, quoi. Et c'est pour la lumière, c'est aussi la meilleure solution. Comme ça, on est sur place le matin tôt et on peut rester le soir. C'est idéal. Le problème de la tente, c'est qu'on attire énormément les enfants. Donc, quand on loge quelque part, bien, une fois que la tente est montée, on est entouré vraiment d'un mur d'enfants. Et c'est pas forcément très drôle, quoi. Ça complique un peu les choses. Et pour eux, c'est du cinéma. C'est formidable. Ils sont heureux comme tout. Mais c'est pas facile à vivre si ça dure plusieurs jours. C'est compliqué. Il faut dire, grâce à cette altitude, c'est des gens qui sont en très bonnes conditions. Il n'y a pas les maladies tropicales. C'est avec cette altitude, il n'y a plus les moustiques. Et l'eau qu'ils boivent, l'eau qu'ils trouvent est très pure. Il y a des sources, donc c'est la qualité de leur vie, c'est vraiment le climat qui est bien meilleur que dans d'autres régions plus bas, où il y a la malaria, il y a beaucoup de choses vraiment très compliquées, que là, les enfants, ils sont en bonne santé. C'est quand le pays était socialiste, dans les années 50, il y a l'Allemagne de l'Est, la Corée du Nord et Cuba qui ont aidé le développement de l'Éthiopie. Et les Cubains ont installé un système sanitaire qui est très très bien. C'est très primitif, mais très efficace. Par exemple, les vaccins, c'est quelque chose c'est eux qui ont établi ça, et ça fonctionne encore aujourd'hui très bien. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. L'Éthiopie est un pays qui fait, pour l'Afrique, comparé aux autres pays, beaucoup pour l'éducation. Et ils ont construit vraiment beaucoup, beaucoup d'écoles, mais c'est très, 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 très difficile à gérer. L'Éthiopie a 58 langues officielles, mais on parle plus que 200 langues. Alors, c'est très, très, très compliqué. J'ai vraiment vécu ça de près, j'ai vu ça. Les instituteurs, ils viennent du Nord, on les installe dans une école au Sud, donc ils sont très isolés,
Ils ne parlent pas la langue des enfants et il faut commencer de donner des cours. Et il y a beaucoup d'enfants. Je pense que chez les Bench, la moyenne par femme, ça doit être 12 ou 13 enfants ou plus même. Donc c'est très délicat, quoi. En plus, ils sont très mal payés et quelquefois ils reçoivent leur salaire avec des retards énormes et c'est vraiment une vie difficile. Mais ça n'empêche qu'il faut un grand effort pour l'éducation. À Misan, c'est donc la seule ville vraiment dans la région des Bench. Il y a l'Europe, et beaucoup avec l'aide de l'Allemagne. Ils ont créé maintenant une université qui est tout récent et qui a quand même maintenant déjà 30 000 étudiants. Donc ça commence de fonctionner. Quand on connaît une région comme ça de bien, il y a quand même un vrai problème qui est vraiment touchant, qui met les questions des questions vraiment importantes. Le café qu'on boit, nous, ici, le café qu'on achète, bien, il vaut un certain prix et il est vraiment pas cher. Le café, il vient beaucoup de là-bas et les salaires sont vraiment très bas. Les femmes qui travaillent dans le café, ils touchent par jour pour, 10 heures de travail, $1,50 par jour. C'est très peu. Et les dernières années, le cours du café est tellement descendu que les propriétaires, ils n'ont même pas ramassé le café. Donc ces femmes, ils n'ont même pas eu cette revenu minimal que c'est, mais c'est quand même terrible. Alors quelquefois, on est vraiment confronté à ça. Comment c'est possible? Le prix du café ici et le prix du café là-bas, il y a des différences telles que les uns ils peuvent pas vivre et il y a des compagnies qui fixent le prix et tout ça, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser là-dessus. Oui, en même temps, quand on défile les images, c'est ce qui m'intrigue depuis le début, ce serait d'obtenir de l'information sur le système agricole, sur la rotation des cultures, sur la combinaison des cultures, sur le génie agricole qu'il y a derrière, puisque c'est une population quand même assez nombreuse, manifestement autosuffisante, manifestement avec un régime alimentaire prépondérance végétarienne et manifestement correctement nourrie. Et ça présente un grand intérêt. Ici, on parle beaucoup, surtout dans les librairies de permaculture et d'autres systèmes agricoles alternatifs à l'agriculture industrielle. Là, il y a pas seulement l'architecture, il y a la combinaison de l'occupation du territoire, de la culture, de la connaissance des plantes. Et ça nous confronte à la question de constater que notre agronomie moderne, occidentale, universitaire ou académique, elle est finalement extrêmement primitive et sommaire parce qu'elle a été dégradée depuis 100 ans par les intrants chimiques et leur introduction dans la production végétale, alors que là on est dans un système de production végétale sans intrants chimiques et qui manifestement fonctionne. Oui, alors en Éthiopie, tout près des benches où le terrain est plus plat, il y a maintenant l'État qui a vendu des énormes terrains pour faire de l'agriculture moderne. Et alors ça pose encore des problèmes énormes parce que sous le climat tropical, il y a par exemple les produits chimiques et sont vraiment beaucoup plus obligés
dans l'utilisation que chez nous. Donc, on utilise encore plus de produits, des produits qui sont interdits depuis longtemps chez nous, qui sont toujours encore utilisés en Afrique, sans qu'on dise aux ouvriers de quoi il s'agit. Ils n'ont aucune protection et c'est un peu une catastrophe. Et peu importe qui est le propriétaire de ces nouveaux fermes, ça peut être les Chinois, ça peut être les Américains, ça peut être des fonds investissement anonymes qui viennent de Suisse. Peu importe les propriétaires, c'est toujours un peu la même agriculture qui prend place. Et c'est une agriculture avec beaucoup de machines, beaucoup de chimie, et uniquement pour la rentabilité. Et pour l'environnement et pour la région et pour les gens, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est un exercice de la violence exercée par nos économies, parce que quand on regarde le territoire des Benches, il n'y a pas de cadastre, il n'y a pas de propriété du sol, ces peuples premiers continuent de vivre comme certains des peuples d'Amazonie. Et ce que nous représentons ou ce que représentent nos économies en croissance permanente, c'est simplement une menace de dévastation. Donc au fond, la barbarie est en marche. Est-ce que quelqu'un veut réagir? On ne va quand même pas terminer sur ces paroles redoutables. Pourquoi on ne terminerait pas là-dessus? Parce que c'est la réalité. C'est la réalité, mais je me range à l'optimisme de Hans, que je sens profond. Non? Non. Mais vous avez raison, il faut être réaliste. Le débat est ouvert. Quelqu'un voulait prendre la parole? Non, j'ai envie de dire encore une chose, c'est la beauté joue un rôle vraiment énorme dans la vie de l'homme, quoi. Et eux, ils travaillent beaucoup, c'est une forme de vie qui est dure, ils font cette agriculture, ils vivent de cette façon depuis longtemps, mais le fait qu'ils créent vraiment la beauté, c'est un élément qui apporte quelque chose dans leur vie quotidienne. Ça, je suis persuadé de ça. C'est très, très, très important. Et c'est la preuve de ça, c'est le sourire des femmes quand ils me sont montrés leur peinture, quoi, la fierté et cette énergie, comme ils ont fait le mieux qu'ils peuvent. Et c'est un aspect très, très, très important pour la vie, quoi. Oui, j'ai ressenti la présentation comme celle d'un monde qui serait sécularisé, donc en ce sens peut-être en avance sur le nôtre. Mais je me demandais, est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir une idée de ce qui serait pour eux des croyances, quelque chose comme ça, et sans aller dans le sens de l'utilité, l'inutilité ou la nécessité des peintures, est-ce qu'elles auraient cependant un rôle un peu tropaïque ou un rapport avec des esprits ou je ne sais trop quoi du même genre? Ils sont chrétiens, oui. Pas depuis très, très, très longtemps. Dans le nord de l'Éthiopie, ils sont chrétiens depuis très, très, très longtemps. Mais comme le sud était vraiment séparé du nord, c'est chrétien depuis 2 siècles, pas plus. Avant, c'était vraiment sauvage. Il y avait beaucoup de forêts vierges. C'était un culte, pratiquement. Ça a changé les derniers 2 siècles. Et pas partout, parce que plus au sud, c'est encore vraiment très, très, très sauvage. Pierre Fray, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Est-ce
est-ce que cette population vous semble avoir une particularité que vous n'auriez pas retrouvée dans d'autres sociétés? Est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette société belge, à vos yeux? Mais je suis hors d'état de répondre à cette question. Je me sens... non, j'ai rien dit, je peux rien ajouter. Mon approche est au fond double. Elle est de géographe et d'historien de l'architecture qui s'est intéressé à l'architecture vernaculaire et qui s'est demandé ce qu'on pouvait apprendre de l'architecture vernaculaire. Et puis l'autre angle d'approche qui m'intéresse pour des raisons pratiques, c'est agricole et de la production végétale naturelle et de l'agriculture biologique, de la permaculture, et de voir comment on peut nourrir, parce qu'on sait qu'on peut nourrir la planète avec l'architecture, avec l'agriculture biologique naturelle. Un des exemples spectaculaires, ça a été à Cuba dans les années 90, dans la première période spéciale, quand ils ont cessé, quand les livraisons d'intrants chimiques d'origine soviétique, parce que les soviétiques qui avaient réussi à affamer l'Ukraine étaient très branchés agriculture chimique ou industrielle, quand les livraisons ont cessé, Cuba était sous embargo, donc ne pouvait pas importer de nourriture, et l'agriculture vivrière cubaine s'est remise en place très rapidement avec l'aide de permaculteurs qui venaient de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Et en l'espace de 2 ans, peut-être 3, ils ont pratiquement nourri l'île. Et ça, c'est l'autre aspect complètement fascinant. Vous avez des mêmes mécanismes dans ce qu'on appelle les shrinking cities comme Detroit, où quand les populations urbanisées, modernes, désindustrialisées sont abandonnées à la misère, l'office des parcs publics de Détroit était pratiquement en liquidation. Il y avait quelques employés qu'on n'a pas pu mettre dehors et ils se sont mis à encadrer des opérations de jardinage et d'organiser la survie vivrière de populations urbaines occidentales. Et peut-être là, on peut commencer à faire des liens sur qu'est-ce qu'on peut apprendre. Moi, je suis fasciné par le fait qu'avec la nature environnante, ces gens se logent quand même pas si mal que ça, et en tout cas beaucoup mieux que les gens que je vois dans la rue, et mieux que certaines personnes qu'on loge en guillemets HLM, se nourrissent plutôt bien. Et donc il y a quand même des pistes. Alors je suis pas sur une idée rétrograde qu'il faudrait abandonner toutes les technologies ou tout ce qu'on a développé, mais trouver des systèmes se remettre à des systèmes équilibrés. Et le lien problématique, c'est l'exemplarité de ce qu'on peut tirer. Alors, un côté, c'est la tristesse d'un monde en voie de disparition, mais au fond, c'est learning from qui m'intéresse. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces gens et de leur mode de vie? Et là, à cet égard, les photographies de Hans Silvester, effectivement, contiennent un message peut-être réjouissant, optimiste, c'est-à-dire que sans toute la quincaillerie, on peut vivre. Sans Telefonino, sans machin, on peut vivre. Et ça interroge d'autres aspects, c'est quel est le pourcent ou quelles sont les technologies qui peuvent apporter quelque chose. Par exemple, la téléphonie mobile a permis à des paysans marocains de se battre très efficacement par des moyens naturels contre les invasions de sauterelles, simplement en communiquant, ou en communiquant la météo. Donc, il n'y a pas de notion que la technologie serait mauvaise, mais il y a vraiment... Qu'est-ce qu'on est en train de perdre?
Parce que si Paris voit la logistique alimentaire rompue, et l'électricité, on l'a vu dans les tremblements de terre en Californie, et l'électricité coupée, en 3 jours, Paris ne mange plus. Ça veut dire que 24 heures après, dans les beaux quartiers, la Cité de l'Architecture nous loge à Passy. Je suis enchanté parce que dans la rue où j'habite, je peux aller acheter du caviar, du champagne, des tas de choses fantastiques. Et les messieurs et les dames sont bien habillés. Et si toute cette logistique d'approvisionnement est coupée, en 3 jours, ces messieurs et ces dames vont se battre. Et j'entends, ils vont se battre physiquement pour l'accès à la nourriture. Et là, ça va commencer à devenir intéressant. Sur qui va survivre et comment. Bon. Je blague, c'est pas vrai, ça va pas arriver. Pour moi, une des raisons pourquoi j'ai tant photographié les poules, et vraiment avec plaisir, c'est parce que j'ai beaucoup photographié les problèmes d'environnement et j'ai vu pas mal l'élevage intensif. Alors, l'élevage intensif, si on voit ça de près, c'est terrifiant. C'est complètement différent de ces poules-là. Et à un moment donné, on m'a demandé de parler un peu sur ces problèmes d'élevage intensif. Donc j'ai ramassé un peu les chiffres, les records du monde. Alors c'est des chiffres qui sont complètement en contraste avec tout ça. Par exemple, en Chine, la première société d'éleveurs de canards emploie 85 000 personnes. Alors, parlons pas du nombre de canards, mais c'est vraiment un monde qui tourne de travers. C'est toujours plus grand, toujours plus grand, toujours plus grand. Et pour la nourriture de l'homme, je pense que c'est vraiment une direction qui est malsaine, quoi. C'est évident, hein, ça, que la Californie, c'est un de ces exemples. Mais c'est dans toutes les directions. Et de voir une fois de nouveau naturel et de voir que les animaux, ils sont un nom, qu'on les traite d'une façon vraiment avec sympathie, ça fait énormément du bien. Parce que, bien, chez nous, les vaches, par exemple, eh ben, c'est du numéro. Hein, et ça s'est dégradé avec une vitesse vraiment incroyable. Et aujourd'hui, c'est ce côté industriel et les animaux ne sont plus du tout respectés. Moi, je dis c'est des usines de cochons, c'est des usines de poulets. Et c'est un peu terrifiant tout ça. Donc, je pense qu'on va conclure. J'aimerais qu'on conclue sur la photographie et avec ces constats plutôt pessimistes qu'on fait tous ensemble. J'aimerais que l'un et l'autre vous puissiez nous dire votre point de vue sur le rôle que peut avoir la photographie dans ce constat ou dans cette situation où nous nous trouvons, dans cette situation d'absurdité où nous nous trouvons. Quel est le rôle de la photographie? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Mais moi, je pense comme photographe, on est témoin de beaucoup de choses, quoi. Et déjà, comme on voyage pas mal, on voit les choses autrement que les images à la télévision. Quand on est, par exemple, en Argentine ou Paraguay ou Uruguay, cette région, et on voit qu'eux, ils produisent le soja pour le monde entier maintenant, que c'est fait sans ouvriers, les machines qui tournent tout seuls sur les immenses terrains, qu'ils utilisent les produits vraiment chimiques à fond, et leur récolte est transformée en farine,
un tas de choses, et ça arrive chez nous, et on ne fait pas attention à ça. Et beaucoup de choses comme ça, on est témoin comme photographe, et on est vraiment touché d'une autre manière que si on voit ces reportages à la télé. Je pense qu'il y a une grande différence, parce qu'on voit les choses positives, on voit les choses négatives, et on peut se faire vraiment une image qui n'est pas objective, mais une image de la réalité de tout ça. Et je pense que jusqu'à peu de temps, on était un petit nombre de photographes vraiment indépendants. Et on pouvait choisir nos sujets de reportage un peu partout dans le monde. Et on pouvait vendre nos reportages par après. Et ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Les agences, ils sont disparus. Les magazines, ils ont beaucoup moins de moyens. Et cette génération de photographes vraiment libres et capables de voyager et de s'intéresser à ça qu'ils avaient envie, malheureusement, c'est parti. Parce que les reportages que nous, on a ramenés comme individus, souvent ça a servi après à la télévision. Une fois que ça a été publié dans Géo, par exemple, ça que j'avais fait au Brésil, la déforestation de l'Amazonie, une fois que ça a été publié avec un texte important et beaucoup d'images, il y a les télés du monde entier qui sont allés de faire des reportages. Donc on a joué comme individu un rôle important. Et je pense que c'est important que ça continue comme ça. Oui, il y a à peu près 25 ans, Régis Debray, en fondant la discipline qu'il a appelée médiologie, appelait à une sorte de renaissance par sélection des images, puisqu'on était submergé d'images, et prédisait qu'on allait se concentrer sur des images de qualité. C'est difficile de se frayer un chemin dans le monde de l'image contemporain, mais Alberto Manguel, qui était un assistant de Borges, dans son Histoire de la lecture, décrit la Renaissance comme la période où on aurait cessé de compiler tout ce qui avait été écrit et pour choisir ce qui était vraiment utile d'appréhender. Et le besoin que je ressens, c'est effectivement un besoin de renaissance dans le monde de l'image pour qu'on sélectionne les images en fonction de ce qu'elles nous disent, en fonction de la lecture qu'on y apporte, qu'on les reconquiert et que c'est une manière de se battre contre la confiscation des mots, la confiscation des images. Donc il faut les trier et puis jeter toutes les autres. Merci pour cette conclusion, parce que c'est précisément l'objectif de ces soirées Images Citées, de trier, de sélectionner des travaux pour les montrer, des travaux significatifs, des travaux intéressants, des travaux qui peuvent susciter des mots et qui nous permettent de comprendre autrement le monde. Nous accueillerons dans un mois, le 14 février, Thomas Jorion, qui, lui, a photographié des espaces délaissés à travers le monde. Et donc, c'est une autre vision de notre monde contemporain. Voilà, je vous remercie d'être venu et à bientôt.